Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À seulement 32 km des côtes du Brésil se trouve l'un des endroits les plus dangereux au monde, interdit aux humains, Ilha da Queimada Grande, plus connue sous le nom de l'île aux serpents. Vue de loin, elle ressemble à un paradis tropical avec ses forêts luxuriantes et ses falaises rocheuses. Mais en s'approchant, on découvre une île infestée de serpents parmi les plus venimeux de la planète. Comment est-ce arrivé ? Avec la montée des eaux, l'île a été isolée du continent, laissant les serpents évoluer sans prédateurs et avec une abondance d'oiseaux migrateurs pour se nourrir. Résultat, leur population a explosé. Au fil du temps, ces serpents ont développé un venin extrêmement puissant, notamment la redoutable vipère de l'anse dorée, capable de faire fondre la chair humaine en quelques instants. Aujourd'hui, l'île aux serpents détient la plus forte concentration de serpents venimeux au monde, avec environ un serpent par mètre carré. Elle est si dangereuse que seuls quelques chercheurs, sous strict contrôle gouvernemental, sont autorisés à y mettre les pieds. Abonne-toi. En vrai, c'est surprenant en vrai quand même parce que il y a eu aucun prédateur pendant je ne sais combien de temps et il y a que des serpents dessus. Après, je pense pas que j'irai honnêtement. Tout le monde veut devenir riche, mais personne ne l'est en France, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas culturel. En France, on n'aime pas la réussite de l'autre. On n'aime pas complimenter les gens qui brillent. On encourage également la société à stagner. On valorise le fait d'être un bon petit soldat. Écoute bien ta maîtresse. Fais comme on te dit au travail. Avec les amis, tu dois faire comme ci, comme ça. On ne t'apprend pas à devenir toi-même, à développer ta propre compétence personnelle, qui est une grande richesse. En France, on vit pour les autres. Tu peux pas t'enrichir quand tu vis pour les autres. En réalité, tu sacrifies ton temps, ton énergie pour les autres que tu pourrais investir pour ta propre richesse. Fiscalement, tu peux pas devenir riche parce que la société est faite que un patron ne peut pas te payer beaucoup plus aujourd'hui. Ça lui coûterait trop cher. Tout ce que tu gagnes, c'est taxé. Quand tu gagnes 1000, tu as donné presque 30% de ton salaire à l'État. Tu n'as pas le droit de travailler plus de 35 heures par semaine. Tout est limité et conditionné pour que tu restes pauvre. Si tu veux devenir riche, tu dois ruser. Tu ne dois pas faire comme 90% des gens. Mes parents m'ont jamais dit qu'il fallait faire comme tout le monde. J'ai vécu comme une pouillasse pendant des années. J'avais pas d'amis, je sortais pas. De toute façon, quand t'es pauvre, personne ne veut te voir. Alors là, je peux te dire que les riches de cœur, ils n'étaient pas là. T'es obligé en France de vivre en dessous, mais vraiment, vraiment en dessous de tes moyens pour t'enrichir un jour. T'as besoin à un moment donné de capitaliser. Tu capitalises tes connaissances, tu capitalises ton argent. Et en même temps, tu dois réussir à développer plus tes compétences. Et surtout, tu dois rester à l'écoute des opportunités. L'immobilier sous-coté, le travail à l'étranger, la beauté, ça sert, les applications monétisées. Mais par-dessus tout, ce qui m'a le plus aidé dans la vie, c'est l'éducation, la discipline. Ah oui, et ne pas trop réfléchir. C'est vrai qu'en vrai, quand on regarde, la France, elle est fait en sorte qu'on rentre dans un modèle et qu'on n'en sort pas en vrai. Parce qu'on nous dit pas qu'il faut faire telle et telle chose. En fait, en général, on nous dit soit, comme elle a dit, soit un bon élève, soit bon, une bonne personne, etc. Et Vous pensez admirer les célébrités alors que vous êtes juste sous l'emprise d'un sortilège vieux de plusieurs siècles. Vous n'avez certainement pas remarqué que dans le monde du cinéma, de la haute couture, des célébrités et des défilés, on ne jure que par un seul mot, le glamour. Ce n'est pas un simple terme pour dire élégant ou séduisant, c'est de la sorcellerie littérale. À une époque, la grande majorité de la population ne savait ni lire ni écrire. Ceux qui maîtrisaient la grammaire et la langue latine étaient vus par le peuple avec une grande suspicion. On disait qu'ils possédaient des savoirs secrets et occultes. C'est d'ailleurs du mot grammaire qu'est directement né le mot grimoire, le livre de formules magiques servant à invoquer des entités. Les mots ont toujours eu un pouvoir énergétique. Selon ceux que vous employez, vous pouvez bénir ou ensorceler. Et la plupart des gens n'en ont absolument aucune conscience. Au XVIIIe siècle, en Écosse, Grammar a glissé pour devenir glamour. To cast de glamour signifie littéralement jeter un sort d'illusion d'optique, un filtre magique projeté sur les yeux des gens pour transformer le banal, le médiocre, voire le monstrueux, en quelque chose de divin, de désirable, d'irrésistible.
Ce n'est absolument pas un hasard si ce mot a été récupéré par la mode, les magazines de luxe et Hollywood. Regardez bien les stars qu'on vous présente. Elles ne sont pas forcément belles selon des critères de perfection physique. Elles ne correspondent même pas toujours à vos goûts moraux. Pourtant, vous êtes subitement séduit, attiré, hypnotisé. Parce que le glamour n'est pas une beauté naturelle. C'est un masque énergétique, une aura artificielle fabriquée pour manipuler votre perception. On ensorcelle votre regard pour que ces personnes reflètent ce qu'elles ne sont pas vraiment. La prochaine fois qu'une star ou un défilé vous éblouit, demandez-vous, est-ce que vous admirez vraiment sa beauté ou est-ce que vous subissez encore le sortilège original? Et la prochaine fois que vous direz de quelqu'un qu'il est glamour, souvenez-vous que vous venez peut-être de relancer le grimoire. C'est vrai que ça pourrait expliquer certaines choses dans la mode, etc. Parce que en vrai, quand on regarde, des fois, c'est vraiment très chelou ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment au glamour. Et même dans certaines formes de spectacles pour innover quelque chose, genre des grands tunnels, des choses comme ça, il y a des choses, c'est un peu comme le glamour est très 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 chelou. Ça pourrait expliquer un petit peu quand même. En fait, ils font de la sorcellerie. La gendarmerie, veuillez évacuer immédiatement Saint-Médard. Point d'évacuation, Bordeaux-Lac. Ici la gendarmerie, veuillez évacuer immédiatement Saint-Médard. Point d'évacuation, Bordeaux-Lac. Ici la gendarmerie, veuillez évacuer immédiatement Saint-Médard. Point Carrément. d'évacuation, Bordeaux-Lac. Veuillez évacuer immédiatement Saint-Médard. Point d'évacuation, Bordeaux-Lac. Coucou. Ici la gendarmerie, veuillez évacuer immédiatement Saint-Médard. Point d'évacuation, Bordeaux-Lac. Ici la gendarmerie, veuillez évacuer immédiatement. En vrai, on dirait un film, les alarmes, le drone qui dit qu'il faut évacuer, etc. En vrai, on dirait un film. Le mec, ça a dû le perturber, je pense. Est-ce que vous arrivez à faire ça avec votre main? C'est-à-dire replier le petit doigt. Ok. Est-ce que vous y arrivez avec les deux mains? Parce que moi, j'y arrive pas. Ça, c'est toujours une bonne question à poser à vos potes pour savoir qui arrive à le faire ou pas. Et si vous êtes dans mon cas et que vous y arrivez seulement d'une seule main, en fait, c'est totalement normal. Parce que le truc à savoir, c'est que tous nos doigts ne sont pas complètement indépendants. On va se faire ça avec un petit schéma. En fait, dans notre avant-bras, on a plusieurs muscles qui contrôlent plusieurs de nos doigts. Et celui qui pose souvent problème, en fait, c'est l'annulaire. Lui, il se retrouve un peu coincé entre le majeur et l'auriculaire, donc très souvent, les mouvements de ces deux doigts sont liés. Et c'est pour ça que parfois, quand on a envie de replier l'auriculaire, l'annulaire a envie de suivre. Et si on y arrive souvent plus d'une main plutôt que de l'autre, c'est parce que notre main dominante va souvent développer un meilleur contrôle de ce genre de mouvement. Par exemple, moi je suis gauchère, donc j'y arrive plus de cette main parce que c'est celle que j'utilise le plus. Mais ça va vraiment dépendre des gens. Il n'y a aucune règle absolue. Par contre, le truc qu'on sait, c'est que les personnes qui ont appris à jouer d'un instrument plus jeune, comme du piano ou de la guitare, arrivent plus souvent à faire ce genre de mouvement des deux mains. Ce qui n'est pas mon cas du coup. Tout ça pour dire que si t'arrives à faire ce mouvement que d'un côté, en fait c'est totalement normal. C'est juste que l'une de tes mains est plus entraînée à faire des mouvements fins que l'autre. Et juste pour ma curiosité personnelle, vous arrivez à faire le mouvement de quelle main? En vrai, on dirait pas comme ça, mais j'ai essayé, c'est pas si facile, hein. Je pensais pas que ça a été galère, mais après, ça peut être compréhensible pour ceux qui ont déjà appris à faire de la musique plus jeune. Parce que du coup, ils ont dû apprendre à coordonner leurs doigts, donc ça peut être compréhensible. Est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un qui t'a regardé dans les yeux et qui t'a dit ouais, mais être une mauvaise personne, hate et faire du mal aux gens, c'est gratuit aussi, donc je vois pas pourquoi je ferais le bien. Et sûrement qu'à ce moment-là, t'as pas su quoi répondre à cette personne. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé et j'ai pas su quoi répondre à la personne. Mais là, je me suis dit j'allais faire un petit TikTok pour expliquer rapidement. Je pense que très peu de personnes se rendent compte, en fait, de la gravité de cette pensée. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien une seule injustice en ce monde, la pire des injustices au monde d'ailleurs, c'est que l'humain se sert de ses capacités pour infliger du mal à autrui. C'est-à-dire que toute personne dans ce monde vient faire l'expérience de la vie. Nous sommes dans un corps et nous expérimentons la vie dans ce corps. Par ce corps, nous pouvons faire le mal comme nous pouvons faire le bien, et les personnes autour de nous vont être influencées par nos actions. Il y a des personnes qui vont décider de faire du mal, d'empirer la vie de ceux autour d'eux. Et d'autres personnes qui vont décider de faire le bien, d'être gentilles et d'améliorer la vie de ceux autour d'eux. En prenant en compte le fait qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on vient en faire l'expérience, et qu'on a tous envie qu'elle se passe bien, qu'on déteste tous la souffrance, infliger la souffrance à autrui est un crime. Et certaines personnes
peuvent rendre cette expérience de vie plutôt courte et fragile absolument atroce alors qu'elle pourrait être merveilleuse. Et je ne comprends pas comment en ce monde il y a encore des personnes qui peuvent choisir d'infliger de la souffrance à autrui, ou même de s'infliger à eux-mêmes de la souffrance. Par exemple, il y a énormément de personnes qui vont stresser, qui vont angoisser, qui vont se dire « il faut que j'ai des diplômes, il faut que j'ai un travail, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je m'en sorte », et ils vont tout faire pour se conformer aux normes de la société. Des normes qui les rendent tristes, des normes qui les dépriment et qui leur font mal au cœur. Et pourtant ils s'y conforment, comme s'ils avaient 10 000 vies. Ils vont gaspiller leur jeunesse à simplement étudier, essayer d'avoir des diplômes, au lieu de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment j'ai envie d'être heureux, est-ce que ça me fait envie? Non, alors comment est-ce que je peux faire autrement? Je sais qu'on a souvent l'impression que c'est imposé et qu'il n'y a pas d'autre solution, mais si on cherche les solutions, on peut en trouver. C'est mon message, c'est mon espoir, c'est la manière dont je pense les choses. Si t'es une personne qui veut faire le bien, fais-le parce que c'est gratuit aussi. Et essaie de faire le bien pour toi-même et ta vie également. Et si ta vie ne te convient pas, réfléchis à qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie. Cette expérience est courte, ne la gaspille pas. C'est vrai que ceux qui préfèrent faire du mal, je me demande ce que ça leur apporte vraiment. Parce que de voir quelqu'un souffrir, de le voir pleurer, de le voir galérer, en vrai, je vois pas ce qu'il y a enfin, ce que ça apporte en fait. Parce que je me dis, en vrai, il y a aucune satisfaction de ça, à part se sentir peut-être un peu supérieur, que de faire du bien, au moins tu les vois sourire, tu te dis, je les ai aidés, j'ai apporté quelque chose. Enfin, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi les gens font autant de mal. Parce qu'il y a des choses, c'est vraiment horrible de ce qui est fait. Et je trouve que ça serait, c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage que le monde pourrait être meilleur. Cette cathédrale est entièrement faite de sel. Les murs, le sol, les statues, même les lustres qui éclairent, tout est salin. Il faut descendre à plus de 100 mètres sous terre dans la mine de sel de Kieliska en Pologne. Les galeries s'étendent sur des centaines de kilomètres. Plus de 50 mètres de long, 12 mètres de haut. Le plus fascinant, ce chef-d'œuvre n'a pas été façonné par des architectes royaux, mais par de simples mineurs, génération après génération. Statues de saints, bas-reliefs, dont une réplique en 3D de la scène de Léonard de Vinci, et un sol poli comme du marbre. Le sommet de leur ingéniosité, les lustres. La roche saline est naturellement opaque. Alors, les mineurs ont trouvé une technique. Extraire le sel pur, le dissoudre dans l'eau, pour éliminer les impuretés, puis le laisser recristalliser. Le résultat, des cristaux translucides qui diffusent la lumière comme du verre. Un temple d'artisanat pur, monumental et fragile, caché là où le soleil ne brille pas et préservé par le sel de la terre. En vrai, c'est impressionnant quand même, mais c'est vachement joli, parce qu'on dirait pas du sel en première vue, on dirait, je sais pas, une forme de pierre ou je sais pas trop. Mais c'est quand même vraiment, c'est joli. Est-ce que tu savais qu'il existe une théorie sérieuse qui affirme qu'on n'est pas du tout en 2026, mais bien en 1729? Ça a l'air bizarre comme ça, mais assieds-toi, ça va être intéressant. Cette théorie, elle existe vraiment et elle a un nom, ça s'appelle l'hypothèse du temps fantôme. Elle a été formulée en 1991 par un historien allemand du nom d'Heribert Illig. Selon lui, entre l'an 614 et l'an 911, il ne s'est rien passé. Ces 3 siècles auraient été ajoutés au calendrier volontairement par des puissants de l'époque pour se placer plus près de l'an 1000 qui était selon eux une année sacrée. Et son argument principal, en fait, il est assez troublant parce que pour ces 300 fameuses années, il n'existe quasiment aucune preuve archéologique solide. Presque pas de bâtiments datés de cette période, très peu de restes humains et des documents qui se contredisent souvent entre eux. Le règne de Charlemagne, par exemple, contient énormément de zones d'ombre et d'anomalies dans les archives. Alors, est-ce que c'est vrai? Non. Les historiens ont démonté la théorie avec des preuves solides, la datation au carbone confirme l'existence de cette période, et l'astronomie chinoise et arabe a documenté avec précision des éclipses qui correspondent aux dates officielles. Il y a aussi des monnaies, des manuscrits et des pièces archéologiques du monde entier qui prouvent bien que ces 300 années ont vraiment existé. Mais du coup, cette fameuse théorie, elle a quand même soulevé quelque chose d'intéressant. Tout ce qu'on connaît du passé, on le tient de personnes qu'on n'a jamais rencontrées et qu'on rencontrera jamais. Alors la vraie question, c'est peut-être pas savoir si aujourd'hui on est en 2026 ou en 1729, c'est de savoir combien de choses on tient aujourd'hui pour vrai juste parce qu'on nous l'a dit, alors qu'elles sont complètement fausses. C'est vrai qu'on sait pas si c'est vraiment vrai ou pas, et c'est vrai que j'ai souvent entendu qu'il y a des périodes de l'année, soit que c'était plus tôt, soit c'est que c'était plus tard.
Mais il y a vraiment des moments d'ombre dans les entre les 1000 années 1000 et 2000, et c'est assez surprenant quand même, en sachant que, par exemple, César, il avait refait un calendrier différent. On peut se poser quand même des questions. Et pourquoi ils ont fait ça en fait aussi? Votre téléphone va certainement ressembler à ça demain. Et ouais, le fameux format Passport. Samsung ne sont pas les premiers, il y avait Huawei et aussi BlackBerry qui avait sorti Passport dans ce format-là non dépliable. Et bon, on attend aussi la sortie d'Apple qui devrait largement ressembler à ça. Samsung lui fournit ses écrans, voilà, on n'en dira pas plus. Et venez, on analyse pourquoi. Parce que soyons honnêtes, ça fait presque 20 ans qu'on nous a dit qu'un smartphone c'était ça. Donc un écran vertical, long et étroit, et qu'on tient dans une main. Et pendant longtemps, ce format était parfaitement adapté à nos usages. En dehors de l'aspect classique d'un téléphone, c'est-à-dire téléphoner, on sortait dans des moments très spécifiques. Dans le métro, dans une file d'attente, au bureau quand on se fait chier, on sort son téléphone, on regarde quelques trucs et on le laisse de côté. Et toutes les applications là-dessus se sont conçues en fonction de nos images et de ce format. TikTok en est le meilleur exemple, des formats verticaux qu'on peut scroller avec le pouce à l'infini. Sauf qu'aujourd'hui, nos usages, ils commencent à dépasser ce format. Notre téléphone ne nous sert plus seulement à regarder 5 minutes quelque chose dans le métro. On regarde des films dessus, on travaille dessus, on écrit, on monte des vidéos, on prend des notes, on organise nos voyages. Et maintenant, surtout, on utilise l'intelligence artificielle. En fait, on demande à notre téléphone de remplacer tous les écrans de notre vie. Notre télé, notre tablette, notre ordinateur, notre appareil photo. Et tout ça, encore une fois, à travers un écran allongé et très étroit. Et le truc, c'est que même si nos usages changent, tout le monde associe un smartphone surtout aux réseaux sociaux et donc à la distraction et au temps perdu. Rien à voir avec la productivité, rien à voir avec un objet de vie. Ce qui fait qu'il y a carrément le mouvement inverse, les dumb phones. On essaie carrément de se séparer de cette machine ultra intelligente pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simpliste. Pour vous dire à quel point les réseaux sociaux sont pas la tâche centrale de ce format, les applications ne sont pas encore adaptées, avec des bandes noires sur les côtés. Bien sûr qu'avec l'arrivée d'Apple sur le marché, ça va très vite changer, mais ce qu'essaient de dire ces entreprises à travers ce format Passport, mais en même temps une très grande tablette quand on le déplie, c'est que votre téléphone ne sert pas uniquement à scroller. Ça peut être un objet de productivité, ça peut être un outil de création, ça peut être un carnet, un assistant, un ordinateur d'appoint, bref, l'objet multitâche qui s'adapte enfin à vos usages. Et voilà pourquoi. Après, je sais pas si ça serait vraiment le plus pratique comme ça, parce que je suis quand même assez habitué à mes téléphones verticaux. Mais je serais assez curieux de voir si vous, ça vous intéresserait un peu plus. Mais d'un côté, elle a pas tort, parce que on demande au téléphone de remplacer tous les écrans qu'on a. Donc, c'est vrai sur ce côté-là. Bon, il y a un côté pratique. Aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo, c'est par prévention, parce que comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et comme ça nous est arrivé, je préfère vous prévenir. Donc samedi dernier à 6h du matin, notre fils de 10 ans nous réveille en se plaignant d'une grosse douleur au ventre, il se pliait en 4. Dans l'immédiat, qu'est-ce que je me suis dit? C'est soit il a attrapé une petite gastro, soit il a mangé quelque chose de pas frais. Je me suis pas tout de suite affolée, donc je vais donner un Spasfon, un Doliprane. Donc de 6h à 8h30, il se rendort, ça va un petit peu mieux. Et à son réveil, il a encore des fortes douleurs au ventre. Et de là, avec mon mari, on se dit, bon, c'est pas normal, c'est des douleurs pas habituelles. Et la douleur, ça nous a vraiment fait penser à une appendicite. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va pas laisser traîner, on va aller directement aux urgences. D'habitude, c'est plus moi qui vais aux urgences avec les enfants, mais là, je suis restée avec les deux petites à la maison et c'est mon mari qui a voulu aller avec mon fils. Faut savoir qu'ils ont été dans le plus gros hôpital pédiatrique de Lyon. Ils ont attendu plus de 8 heures aux urgences. Pendant 8 heures, mon fils se pliait en 4. Pendant les 8 heures, il y a eu des examens. Ils ont fait échographie plus prise de sang. Sur les prises de sang, ils voyaient très bien qu'il y avait une irritation, mais ils savaient pas d'où. Ils ont dit, bon, on voit rien d'anormal, mis à part qu'il y ait beaucoup de sel, donc faites-lui un lavage, ça ira mieux. Je pense que c'est peut-être une petite gastro-intestinale, c'est rien du tout. Faites-lui ça et donnez-lui du Doliprane. Si ça va pas mieux, vous revenez lundi, mais franchement, il a rien du tout. Il est juste très constipé. Donc, au bout de 8 heures, il laisse partir mon mari avec, comme ordonnance, un lavage et du Doliprane et du Spasfon. Donc, quand il rentre à la maison, je lui fais tout ce qu'il faut, mais je trouvais quand même pas ça normal. Mais comme mon mari m'a rassurée en me disant que c'est le chirurgien qui est venu les voir pour leur dire qu'il n'avait rien du tout, je me suis dit, bon, on va leur faire confiance. Le dimanche, toute la journée, il a très mal, il se tord, donc je lui donne Spasfon et Doliprane, comme il m'a dit. Mon instinct de maman me dit que c'est pas du tout un problème de constipation, parce que mon fils n'est pas du tout constipé de base. Lundi matin, première heure, je dépose les petites à l'école et je vais aux urgences avec mon fils. Je vous dirai pas le nombre d'heures qu'on a attendu, parce que c'est une folie. Et je pense que vous me croirez pas. Au bout de plusieurs heures, il y a un médecin qui vient, qui ausculte mon fils, qui regarde son dossier, parce que comme il était déjà venu samedi, elle ausculte tout son dossier, elle me pose des questions, elle lui touche son ventre, bref, elle l'ausculte. Et là, elle me dit, mais madame, vous pouvez rentrer chez vous, votre fils il n'a rien du tout. Je pense que le chirurgien avait raison, je pense que c'est un problème de constipation, une petite irritation, c'est rien du tout, ça va passer, donnez-lui du Doliprane, donnez-lui du Spasfon, il n'y a rien du tout. Ça, c'est au bout de beaucoup d'heures passées dans la salle d'attente. Et là, je la regarde très calme et je lui dis, madame, je ne repartirai pas de cet hôpital tant que vous n'aurez pas refait une échographie à mon fils. Mon fils, il ne se plaint pas pour rien, ok? Il se plie en 4. Ce n'est pas pour un problème de constipation. Donc, mon fils a réellement quelque chose et je pense vraiment qu'il a l'appendicite ou autre chose, mais il a quelque chose. Donc, je ne repartirai pas de cet hôpital tant que vous n'aurez pas fait une échographie. Et là, elle me dit, bon, si vous insistez, on peut refaire une échographie. Mais franchement, genre, elle me fait comprendre que ça sert à rien. De là, réattendre plusieurs heures pour une échographie.
Et là, je tombe sur un interne qui fait l'échographie et je vois qu'il est complètement paumé. Il appelle sa supérieure qui vient et qui refait l'échographie. Il faut savoir que mon fils n'avait pas mangé depuis la veille, 19h, parce que je lui avais dit de rester à jeun le matin, pour au cas où s'il avait l'appendicite et qu'il se faisait opérer, je lui avais dit ne mange surtout pas. Donc il faut savoir qu'au moment de l'échographie, il était déjà au moins 16h et je suis arrivée à 8h30 avec mon fils à l'hôpital. Et donc là, le médecin qui fait l'échographie, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, un médecin qui fait une échographie, elle me dit effectivement, il a bien une appendicite aiguë. Elle voit une grosse appendicite. Et là, je tombe de 50 étages et j'ai envie de le retourner l'hôpital. Et de là, ils me disent, bon, on va vous appeler un chirurgien qui vont vous emmener dans une chambre pour l'opération, pour vous programmer une opération. Au moment où elle m'a dit ça, j'ai pu voir le chirurgien qu'à partir de 19h30. Je précise que mon fils n'avait ni bu ni mangé, toujours pas. Ça faisait 24 heures qu'il n'avait pas bu, pas mangé. Je précise aussi qu'à l'hôpital, il ne voulait pas qu'il boive et qu'il mange. Ça vient pas de moi. Donc de là, vous avez bien compris que j'ai pris une dépression. Si mon mari avait été là, je pense que ça aurait pu être très grave la situation. Et lui, par contre, il aurait réellement retourné l'hôpital. Mais il était à 7 heures de route de Lyon. Ça l'a pas empêché de les appeler et de tous les insulter. Ça a peut-être fait bouger les choses du coup, parce qu'un chirurgien est venu me voir. Ils lui ont quand même mis une poche d'hydratation après 24 heures sans manger et sans boire. Et ils l'ont passé au bloc à plus de 20 heures. Apparemment, quand ils l'ont opéré, ils se sont rendus compte que l'appendicite était vraiment grosse et qu'elle aurait pu exploser. Donc pour vous remettre dans le contexte, on est venu samedi, ils nous ont laissé partir. On est revenu lundi, ils ont voulu nous laisser partir une deuxième fois, avec mon fils et son appendicite. Donc vous imaginez bien que de porter plainte, ça me démange. Il y avait une seule chose de positive, c'est que l'équipe chirurgicale et anesthésiste, ils étaient au top. Grâce à Dieu. L'opération, grâce à Dieu, s'est super bien déroulée. Ils ont laissé mon fils 25 heures sans manger et sans boire. Ils nous ont laissé plus de 20 heures dans une salle d'attente avec mon fils qui se pliait en 4, sans boire, sans manger. Et dans le cas où je les aurais écoutés, je serais rentrée chez moi avec mon fils et une appendicite qui était grosse, et ben ça aurait pu être dramatique. Croyez plus à votre instinct qu'à celui des médecins. Attention, j'en fais pas une généralité, bien évidemment qu'il y a des super médecins, heureusement. Et d'ailleurs, tout le monde a le droit à l'erreur. Mais 2 fois, non. C'est vrai que là, je trouve ça un peu abusé quand même, parce que comme elle a dit, on peut comprendre une fois l'erreur, mais là, on dirait limite que c'était fait exprès. Comment ils ont pu ne pas se rendre compte, alors que l'appendicite, elle était énorme, et que quelqu'un qui débute dedans la voit directement, il fait faire un test à sa chef pour voir ça. Parce que là, c'est quand même abusé, en vrai, c'est les conséquences, ils seront peut être graves pour l'enfant, et en plus qu'il ait pas mangé tout ça. Mais le problème, c'est que ça arrive de plus en plus souvent dans les hôpitaux, et c'est vrai, j'ai pas envie de généraliser non plus, parce que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Mais le truc, c'est que ça donne moins en moins confiance aux hôpitaux, parce que si on y va et puis qu'ils nous laissent mourir, franchement, ça sert à quoi d'y aller? Mais bon, la vidéo elle est finie, et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.